Nous avons été formatés pour une excellente médecine d'approche aiguë. On a un accident, on a d'excellents chirurgiens, réanimateurs. Donc cette médecine hospitalière est brillante et a des résultats magnifiques. Par contre, là où on pêche, c'est dans l'approche de ces maladies qui traînent, qui sont chroniques. En fait, en ne soignant que les symptômes, nous n'allons pas chercher à corriger la cause et ce qui a mis en place les dysfonctionnements du système. Quand nous faisons de la médecine fonctionnelle et qu'on arrive à améliorer le métabolisme, le contexte clinique, le sommeil, le sport, nous pouvons améliorer l'espérance de vie et le maximaliser de la longévité prévue par nos gènes. C'est évident que la nutrition a un impact sur la santé et le paradoxe, c'est que souvent on dit « est-ce que c'est vraiment vrai ?» Et si vous pouviez vivre vieux en pleine forme? Bienvenue sur Healthier Humanity. Je suis Jean-Charles Samuelian-Werve, le cofondateur et CEO d'Alan. Dans ce podcast, j'interviewe des scientifiques, des médecins, des athlètes pour creuser la longévité. Abonnez-vous à ce podcast si vous voulez reprendre votre santé en main et ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on va creuser un sujet passionnant pour comprendre la médecine fonctionnelle et tout ce qui tourne autour. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir deux praticiens exceptionnels qui révolutionnent notre approche de la santé. Le docteur Philippe Ardefoy et le docteur Isabelle Dequesne. Merci infiniment à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Oui. Docteur Philippe Ardefoy, vous possédez un parcours unique et atypique qui vous offre une vision globale de l'être humain. Vous avez commencé kinésithérapeute et ostéopathe de formation. Vous avez ensuite évolué vers un master en nutrition, puis vers la biologie buccale pour commencer la médecine à 38 ans, Oui. ce qui est assez atypique, et terminer la médecine générale à 46 ans, créer ainsi une grille de lecture vraiment fascinante sous plein d'angles différents. Docteur Isabelle Dequesne, vous avez développé une approche révolutionnaire de la dermatologie. Vous ne contentez pas de traiter les symptômes cutanés, vous explorez les liens profonds entre environnement, stress, nutrition, microbiote et ses manifestations cutanées. Votre approche holistique transforme notre compréhension des pathologies de la peau, mais pas seulement, en révélant comment notre épiderme reflète l'équilibre de tout notre organisme. C'est un sujet passionnant. Ensemble, vous pratiquez la médecine fonctionnelle, et on va définir ce que c'est, une approche qui place le patient au centre du soin et cherche à identifier les causes profondes des déséquilibres plutôt que de simplement traiter les symptômes. J'attends de cette conversation beaucoup parce qu'on l'a bien préparée et il y a beaucoup de concepts qui, je pense, vont vous passionner en écoutant. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la médecine fonctionnelle? Je commence? Oui, vas-y. La médecine fonctionnelle est née, in fine, fin des années 80, du côté de Palo Alto, où le fondateur, qui s'appelle Jeffrey Blunt, était directeur de l'Institut Linus Pauling. Et Palo Alto est le berceau de l'approche systémique en psychothérapie. Et l'approche de système est l'approche de la médecine fonctionnelle. Donc le brassage d'idées de là a débouché sur le fait que fin des années 80, milieu des années 80, émergeait la notion d'evidence-based medicine, où on divise le corps en différentes spécialités et où on perd la vue d'ensemble. Et donc Jeffrey Blunt, dans sa réflexion avec d'autres médecins, se sont dit comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir des médecins qui ont une vue globale et qui sont des médecins spécialistes de la généralité, pour essayer d'avoir une vision d'ensemble. Et début des années 90, ils ont créé l'Institut de médecine fonctionnelle aux États-Unis, qui enseigne aujourd'hui, à plusieurs milliers de médecins aujourd'hui ont été formés, quelle est la vision de système du corps humain. Et pour ça, ils ont essayé d'organiser la pensée, parce que ce n'est pas évident d'organiser la pensée, surtout à l'époque. Aujourd'hui, avec l'IA, ça change beaucoup de choses. Et ils ont créé un acronyme pour résumer ce qu'était la médecine fonctionnelle. Go to it.
On va creuser ça très très bientôt. Mais en effet, il y a une complexité énorme sur cette- ces êtres humains qui sont pleins de systèmes et un système intégré. Et qu'est-ce qui est pour vous une approche qui est centrée sur le patient plutôt que sur les symptômes? Eh bien, en fait, on cherche à comprendre leur histoire de vie et qu'est-ce qui, dans leur histoire de vie, a pu, les amener à avoir à glisser de la santé vers la maladie. Et donc en fait, c'est tout ce qui va influencer le fonctionnement de cet écosystème humain, de notre génétique, et en fait, ce sont tous ces modes de vie, le stress chronique, donc les modes alimentaires, le sport, le sommeil, toutes ces façons de vivre et ces perceptions de la vie ont un impact sur nos gènes et la façon dont les cellules vont se comporter et la communication cellulaire. Donc il y a un impact épigénétique sur la santé humaine. Et dans une consultation, on cherche d'abord, mais ça on en reparlera avec le Go To It, à avoir tous ces éléments de vie qui peuvent nous donner des indices sur ce qui a provoqué le dysfonctionnement et nous donner des indices en travaillant avec le patient. Donc c'est un travail de binôme. Le patient doit nous expliquer comment il fonctionne et nous, doit lui expliquer comment nous comprenons les choses. Et c'est ensemble, main dans la main, qu'on va faire un chemin de vie pour aller mieux. Et avant d'en trouver dans le GoToIt, avec quelle typologie de problèmes arrivent vos patients et à quoi s'adapte le mieux la médecine fonctionnelle? Tout ce qui est chronique. En fait, dans nos études de médecine, nous avons été, formatés pour une excellente médecine d'approche aiguë. On a un accident, on a d'excellents chirurgiens, réanimateurs, donc cette médecine hospitalière est brillante et a des résultats magnifiques. Par contre, là où on pêche, c'est dans, l'approche de ces maladies qui traînent, qui sont chroniques. En fait, en ne soignant que les symptômes, nous n'allons pas chercher à corriger la cause et ce qui a mis en place les dysfonctionnements du système. Et c'est une médecine qui demande beaucoup de temps, beaucoup de compréhension et beaucoup d'efforts de part et d'autre. Le patient doit faire des efforts de changer, mais nous devons aussi y mettre du temps pour comprendre ce qui peut bloquer les changements, ce qui peut les aider à évoluer. Donc c'est quelque chose de très différent comme approche médicale. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans vos parcours respectifs qui vous a fait dire: «Ah, il faut changer cette approche» et En tout cas, moi, comme dermatologue, je voyais que donc quand je suis sortie à 29 ans, après les 11 ans de formation. Et avec les années, je voyais mes patients prendre de plus en plus de médicaments pour l'hypertension, pour le stress, pour le sommeil et les pathologies inflammatoires. On me disait: «Bah oui, en fait, tu dois fidéliser ton patient à sa crème, tu dois fidéliser» et je me dis: mais non, ça ne va pas». En fait, en phase aiguë, oui, on les aide, mais en chronique, c'est pas logique que la maladie continue à évoluer et donc j'ai dû reprendre mes valises et chercher des réponses ailleurs. Et grâce à Jean-Michel, on est parti, parce que lui connaissait déjà l'Institut pour la médecine fonctionnelle aux États-Unis et c'est via lui que j'ai été faire toutes ces formations, qui regroupent un peu l'ensemble de l'épigénétique et du champ de la modélisation de l'écosystème humain. Et pour moi, heu, il y a eu, 2 périodes, critiques. La première quand j'avais mes enfants tout petits et qui étaient malades tout le temps. On allait chez la pédiatre, ils recevaient des antibiotiques à chaque fois et je trouvais que c'était, pour un jeune père, un peu compliqué, donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Je vais faire un master en nutrition» et puis, à la fin de mon master en nutrition, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jeffrey Blunt, mmh, le fondateur de l'Institut de médecine fonctionnelle et je me suis dit: «Waouh, ça, c'est quelque chose que je veux faire». Mais pour faire de la médecine fonctionnelle, il faut avoir un bagage de médecine. Mmh. C'est indispensable pour poser des diagnostics, c'est indispensable pour réfléchir et j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études de médecine en faisant de la consultance pour une boîte hem, dont le vice-président était à l'époque Jeffrey Blunt et donc c'est là que je suis entré et que j'ai compris petit à petit,
euh, les tenants et les aboutissants, commencer à les comprendre parce qu'on comprend de plus en plus en soignant de plus en plus et on arrive à être mieux, je veux dire pas bien, mais mieux quand on est vieux. Donc il y a eu ces deux périodes et puis il y a la période de tout l'enseignement que j'ai reçu en médecine où la journée, là, j'allais au cours et souvent en soirée, j'allais donner des conférences sur des principes de médecine fonctionnelle à des médecins. Une vie un peu schizophrénique, ou duale en tout cas. Il fallait Il fallait. s'adapter Ouais. et savoir utiliser les mots Mm. que chacun utilise pour communiquer. Mais in fine, quand je présentais des examens, j'utilisais ce que j'avais appris en médecine fonctionnelle en y mettant des mots qui pouvaient être entendus, même si parfois je pourrais paraître peut-être un peu différent Mm. à mes enseignants, mais ça se passait très bien. Et si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que ce Go to It et comment ça fonctionne? Alors ce que je vais faire, je vais déjà dire ce que veut dire l'acronyme Mm. et puis on va dialoguer pour expliquer. Go to It est un acronyme anglo-saxon pour ne rien oublier. Le G de Go to It, c'est gather, rassembler. Le O, c'est organize, organiser. Organiser quoi? Toute l'information que l'on a rassemblée sur l'histoire de vie du patient, sur ses antécédents familiaux, médicaux, ses examens. Et on va organiser ça de deux manières. Sur une ligne du temps, dans une matrice, avec différents systèmes qui sont interconnectés, sous lesquels on a une base qui sont les bases du lifestyle. Ce qu'Isabelle a évoqué, le sommeil, le repos, l'activité physique, l'alimentation, le stress et le relationnel, Socio-économique. le social, le familial, le professionnel. Le T de Go to It, c'est tel, c'est raconter l'histoire que l'on a collectée pour pouvoir faire émerger de cette histoire une prise de conscience des émotions, être sûr aussi que le patient, on a bien compris l'histoire du patient et que le patient comprenne ce vers quoi on veut aller. Et puis le O, c'est order, c'est mettre des priorités sur ce que l'on veut connaître en plus et par rapport à tout ce qui est déjà fait, parce qu'il ne faut pas répéter tout ce qui a été fait. Et puis, comme examen complémentaire, et puis la partie un peu plus difficile de l'approche, c'est le I, c'est initier le changement pour aller mieux. Mmh. C'est là que le bas Blesse. blesse, Mmh. parce que tout le monde tous ceux qui veulent faire de la médecine fonctionnelle, et ils pensent qu'il y avoir une solution magique. Non, ça nécessite des efforts, du changement, de l'aide de notre part, et puis le T, c'est track. Vérifier, c'est le principe de l'approche systémique et de la thérapie brève. J'ai induit quelque chose, je regarde ce que changement a fait, et si ce changement a été pertinent, c'est bien. S'il n'a pas été pertinent, on doit changer notre fusil d'épaule ou revoir ce qu'on n'a pas réussi à faire passer au patient. Après, on peut développer chaque aspect du Go to It. Ouais, je serais ravi qu'on creuse maintenant chacun des aspects. En commençant par rassembler. Qu'est-ce qu'on rassemble? Quelles sont les premières interactions que vous avez avec un patient? Dans le G de gather, donc il y a rassembler, mais il y a aussi cette notion qu'ils aiment bien en médecine fonctionnelle et qui est importante, c'est d'abord to gather oneself, donc être vraiment concentré sur l'histoire du patient. Donc ça s'adresse au thérapeute, au médecin. Mmh. Donc vraiment se focaliser sur le patient. Et donc au changement de consultation, il faut faire switch off sur tout ce qui s'est passé avant, switch off sur sa famille, switch off sur tout ce qui peut, et donc pouvoir être focalisé.
Donc il recommande de faire des exercices d'attention. Et puis le gather, après, c'est collecter toute l'histoire du patient, donc son histoire de vie, ses antécédents familiaux, ses antécédents personnels, y compris, tout ce qui s'est passé en périnatal, hem, toutes les histoires de traitement, toutes les tentatives de solutions qui ont été faites pour résoudre leurs problèmes. Et dans leur histoire de vie, essayer de faire émerger, les facteurs qui peuvent avoir déclenché, on appelle ça le trigger, ou qui peuvent maintenir une pathologie. Quelles sont les tentatives de solution ou les événements de la vie qui entretiennent la maladie? Donc on rassemble ces éléments, on peut même les mettre sur une ligne du temps et C'est dans puis Organize, hein? c'est dans le organize, et on rassemble aussi tous les examens qui ont déjà été faits. Faut pas répéter les choses, donc essayer d'avoir tous les éléments médicaux qui ont été faits. Je sais pas si tu penses à autre chose dans le gather? Non, c'est ça. C'est ça. Et quand on gather on self, c'est fondamental de comprendre que pour bien soigner, il faut être bien dans sa peau. Oui, Parce que pour faire switch off c'est sur sa bien. vie, si on a des problèmes personnels qui nous parasitent, ça devient compliqué. Les histoires de vie, elles impactent profondément notre bien-être, mais aussi notre ouverture Allô? aux autres. Et ça, c'est 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 très compliqué. important. Et c'est important de pouvoir créer un espace de travail où on est bien. Et il faut être bien soi-même. Pour être bien Euh, avec le patient. il faut avoir fait aussi un Ouais. chemin. Et ce chemin, il est différent pour chacun et on progresse avec le temps. Et il y a dans les cours de médecine fonctionnelle, on a des aha moments pour nous aussi, par rapport à notre histoire de vie. Et donc tout se décortique et se comprend. Et c'est vrai qu'être un vieux médecin aide à comprendre l'histoire de vie des patients qui arrivent. On a une autre perception, un autre recul. Hem, Et ouais. Et, et c'est vrai que dans cet aspect du haha, euh, un- une formation qui nous a fait percevoir encore l'approche de médecine fonctionnelle différente, c'est l'approche qu'on a fait en thérapie systémique et stratégique, dont le berceau est Palo Alto, oui, qui est in fine un mastermind. Parce que étudier ce qui a été fait pour voir ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a un problème, c'est quand même la première chose. Et on voit parfois des gens, des patients qui souhaitent aller mieux et ils ne vont pas bien de vouloir aller mieux. C'est-à-dire? Ils veulent tout trop bien faire. Ouais. Ils veulent tout contrôler. contrôler Mmh. sur leur santé. Et on doit parfois proposer ou trouver des stratégies pour essayer de faire arrêter ces tentatives de solutions. Et le mastermind de l'approche systémique et stratégique est quand même quelque chose de fondamental. Si on nous avait donné ça En en médecine ou au début de nos formations, on aurait gagné beaucoup de temps. Parce que c'est quoi cette thérapie systémique et stratégique? Ça se définit comment? Ça C'est la fonctionne? thérapie brève, Mmh. c'est de l'approche systémique. C'est quand un patient arrive en psychothérapie, mais c'est pas qu'en psychothérapie. En médecine, il arrive avec une demande. Donc il arrive avec un problème. Mmh. Et nous avons des manières de résoudre les problèmes qui marchent la plupart du temps, mais parfois ça ne marche pas. Et il y a 3 logiques. Il y a des logiques d'évitement. On ne veut pas se brûler 2 fois en mettant sa main sur un fer à repasser chaud. Des logiques de contrôle et de logiques de croyance ou d'expérience de vie. Et ces logiques se placent chacune à 3 niveaux. Par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport au monde.
Et donc, vouloir s'éviter soi, éviter peut-être les autres ou le monde, peut parfois résoudre des problèmes, mais peut parfois devenir problématique. De la même manière que vouloir se contrôler soi, sa nourriture, ne pas grossir, ou son comportement, c'est souvent problématique. Vouloir contrôler les autres, ça devient encore plus problématique et vouloir contrôler le monde, là, ça peut parfois devenir, très angoissant. Et puis il y a les logiques de confirmation de croyances vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Ça ne sert à rien de vouloir convaincre un patient, que ce qu'il pense, n'est pas une bonne idée. L'approche de thérapie systémique et stratégique, c'est 1, d'identifier le pattern. 2, de se dire: «Il ne fonctionne pas». 3, de se dire: «On va essayer de leur faire arrêter de faire ce qui ne marche pas». Et le but est d'essayer, de manière en apparence fortuite, de leur faire vivre une expérience émotionnelle qui corrige leur perception du monde. Il ne faudra jamais demander à quelqu'un qui vote droite d'accepter les idées de gauche. Impossible. D'ailleurs, quand il vote toujours de la même manière. Parfois, ça change un tout petit peu. Et c'est ça le challenge de l'approche systémique et stratégique. Et c'est aussi ce que l'on peut utiliser dans nos consultations de médecine fonctionnelle. Le TEL, c'est aussi ça. Et vous avez un exemple justement de quelqu'un qui arrivait, d'un patient, une patiente qui arrivait avec des croyances et de comment vous avez créé ce moment émotionnel qui a permis de changer? Et il y a un exemple très, très, très simple, c'est avec la petite, qui avait peur des chiens qui ne sortaient plus de son appartement, Ah, que j'ai eu. que toi tu as eu. C'est ça a l'air loufoque, mais c'est Oui, c'était une histoire de troubles, très simple, phobiques. oui. C'était, la peur de sortir, de peur de marcher dans des crottes de chien. Ça, c'est en thérapie systémique et stratégique et devoir se laver beaucoup et réfléchi beaucoup, lu beaucoup, je me suis dit: «Bah, je vais tenter, quelque chose, 2 options». Je lui ai demandé de regarder sur internet tous les intérêts des écosystèmes microbiens et des crottes pour, le sol et autres, OK. Et je lui ai demandé aussi, je lui ai dit: «Écoutez, je pense que je n'en connais pas assez sur votre peur et donc j'aimerais bien que vous puissiez d'ici la fois prochaine, me décrire l'intensité de votre peur et pour ça je vous demande, peut-être avec votre compagnon, de trouver une crotte de chien et de vous approcher le plus près possible de la crotte de chien, mais pas au-delà de ce que la peur vous empêche de faire». Et elle est revenue, la consultation est suivante, elle m'a dit: «Ça va, j'ai plus peur». J'ai dit: «Comment?» «Bah non, je me suis approché, et puis je me suis approché tout à côté». C'était un truc qui durait depuis, Des des années. années, ou qui entravait fortement sa vie et je dis et elle me dit: «J'avais pas envie de marcher dedans» et beh, j'ai pas marché dedans. Alors ça a débloqué une situation et elle voulait que je lui prescrive, et que j'augmente un antidépresseur Mmh. pour diminuer son anxiété. Et j'ai dit: «Non, on va pas augmenter l'antidépresseur». Surtout, je lui ai dit après: «Vous imaginez si j'avais augmenté l'antidépresseur, vous auriez cru que c'était l'antidépresseur Mmh. qui vous avait permis d'approcher de la crotte». Et donc cette patiente, c'est une patiente que je suis encore. Il y a d'autres histoires. Il faut bien se rendre compte C'est qu'effectivement, très symbolique ça. c'est très symbolique et qu'il y a un fond d'anxiété derrière. Mais ça, c'est un exemple de résolution de problème. Mais évidemment, ce n'est pas, nécessairement le fond du problème. C'est une expression, mais
comment résoudre une situation. Ça m'a marqué. Mmh. Très, très bonne histoire. Et dans cette, partie, encore une fois, du gazeur et de la recherche d'informations, quel format ça prend concrètement? Vous demandez à vos patients de remplir quelque chose? C'est une discussion? Qu'est-ce qui se Oui, on a fait un questionnaire aussi pour qu'ils sachent aussi où ils arrivent. Parce que parfois, j'ai en dermato des gens qui viennent sans comprendre que je fais de la médecine fonctionnelle. Et donc, le fait d'avoir ce questionnaire leur permet de réfléchir déjà. Déjà, ils doivent remplir, répondre à des questions, avoir réfléchi à des événements. Donc, quand ils arrivent et quand ils ont rempli ce questionnaire, c'est beaucoup plus facile de demander les antécédents. Je me souviens qu'au début, quand je demandais, une série de choses, il dit: «Mais enfin, vous êtes dermatologue, pourquoi vous me demandez tout ça?» Je dis: «Mais je suis médecin. Mmh. La dermatologie, c'est de la médecine. C'est, simplement une porte ouverte sur l'être humain, donc il faut s'intéresser à tout l'être humain». Et donc là, je ne me trouve plus jamais face à ce genre d'interrogation puisque les gens viennent en sachant qu'on va travailler sur la santé en général. Et donc, pour moi, ce questionnaire est très, très utile pour qu'ils comprennent déjà et qu'ils réfléchissent déjà. Et ça nous permet de décortiquer, eh bien, déjà une grosse partie de ce dont on a besoin. Les antécédents médicaux, les antécédents familiaux, leurs traitements, leurs tentatives de solutions qui n'ont pas marché. Et donc, on peut déjà suivre une réflexion à partir de là pour se dire: «Bon, OK, qu'est-ce qui a été tenté? On va chercher autrement, on va penser autrement». Et ils sont souvent surpris parce que quand on apprend en médecine, on nous dit: «Il faut aller à l'essentiel. Pose pas trop de questions ouvertes, Mmh. des questions fermées pour avoir un oui, non». Et là, on leur dit, «Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez vous plaindre de 6 choses, en fait, plus vous vous plaignez, plus on est content». Mmh. Ça, c'est un contre-pied, Oui, mais en fait, plus ils se plaignent, plus ils nous racontent des dysfonctionnements. oui. Et quand on a fini ça, on enchaîne sur effectivement l'histoire des antécédents familiaux. Les antécédents familiaux, c'est fondamental. Oui, C'est de la génétique, c'est de la microbiologie, c'est c'est des c'est c'est comportements. des prédispositions, c'est des histoires de vie. C'est 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 ce qu'on devait surtout aussi utiliser quand on n'avait pas, même ces outils d'analyse génétique. Et puis, on entre dans leur histoire de vie au travers de leurs antécédents de 0 à 20 ans et puis de 20 ans à aujourd'hui. Et là, ils commencent à raconter leurs antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques. Et ça ouvre encore les questions. Et souvent, ils se disent: «Ah, tu as oublié tout ça? Waouh, ça m'a fait réfléchir». Et puis on arrive aux, médicaments qu'ils prennent, aux compléments alimentaires qu'ils prennent. Il y en a qui n'en prennent pas, il y en a qui en prennent beaucoup. Et donc on va identifier, des tentatives de solutions parfois. Et puis on arrive aux paramètres du lifestyle. Et comment ils dorment, et comment ils se réveillent, et comment ils ne se réveillent pas, et comment, le nombre de fois ils se réveillent, comment ils se rendorment, comment ils ne se rendorment pas, comment ils se sentent au réveil, comment ils font du sport. Certains vont ne faire que du sport et c'est une tentative de solution qui n'est peut-être pas la bonne. Comment ils mangent. Alors comment ils mangent, parfois il y a aucune structure, parfois il y a trop de structure, parfois il y a, de l'orthorexie, de trop de règles et puis, comment ils stressent, comment sont leurs relations et puis qu'est-ce qu'ils prennent comme toxiques. Quand ils prennent des toxiques, c'est hyper intéressant. Ça n'a ça a une valeur très positive d'entendre un patient qui dit, «Moi je dois prendre 3 verres de vin tous les soirs». Il est effectivement alcoolique, mais ça éclaire sur sa sensibilité et donc on peut transformer quelque chose qui est péjoratif, a priori pour lui, qui pourrait être caché, en quelque chose, d'une force Mmh. ou d'une qualité. Mmh. Ah, il dit: «Une qualité?
prendre de l'alcool, bah oui, je pense que vous sentez plus que les autres. Elle dit: «Ça, c'est vrai» et donc c'est les portes ouvertes. Ça, le questionnaire, c'est important et après, avec les dossiers médicaux partagés aujourd'hui, bon, ils sont mal foutus quand, on regarde, les documents qu'on a dans les hôpitaux, mais on est parti, à une consultation pour, la maman d'Isabelle, aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et l'ophtalmo dit: «Ah oui, mais nous aussi on a un outil d'intelligence artificielle» et là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Avec cet Ouais. outil où ils ont mis du temps, à le construire, il y a une organisation des antécédents bien fait, pas plic-ploc des grands trucs à lire. Non, la synthèse, ça, Mmh. sont des choses qui sont extraordinaires. Mmh. Incroyable. Il y a quelques petits sujets que je veux creuser encore plus. Vous avez parlé de périnatal, de 0 à 20 ans et de 20 ans à 40 ans. Pourquoi ce split? Qu'est-ce qu'on cherche dans le périnatal? Qu'est-ce qu'on regarde dans les 0 à 20 ans? Qu'est-ce qu'on regarde après? Tout ce qui est épigénétique, tout Mmh. ce qui se passe chez la maman, on sait très bien que le manque de fer ou de zinc chez une maman va jouer sur, l'expression génétique chez l'enfant. Le vécu de stress, une maman qui subit des périodes de stress va influencer l'expression génétique chez l'enfant. Donc c'est important de savoir ce que la maman a vécu. Et puis on a effectivement splitté des âges parce qu'on sait qu'il y a des tranches d'âge, où il y a des il y a l'influence des parents, il y a commencer des études, il y a des phases de vie, qui vont avoir des impacts de stress différents. Et c'est un peu, une façon de scinder, de façon à voir déjà des structures sociales et des dépendances ou interdépendances différentes. Je sais pas toi si Oui et je trouve qu'il y a une partie qu'ils ne comprennent pas bien non plus, c'est quand on leur demande leur parcours scolaire et professionnel. mmh mh. Mmh. Pour moi, ça reprend un des nœuds de la matrice de médecine fonctionnelle sur le spirituel. Mmh. Le spirituel, c'est pas nécessairement, prier, hein. C'est pas nécessairement faire de la méditation. C'est le chemin de Le vie. spirituel, c'est le chemin de vie et c'est: ai-je accompli mes rêves ou ce que je devais faire pour être bien dans cette société? Et il y en a beaucoup qui, peut-être par sensibilité, par doute, Par doute, oui. par manque, je dirais de support, vont éviter, hein, d'affronter et choisir, parfois des parcours en deçà de ce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas être capables de faire. Et donc ils vont, traîner derrière eux, de la frustration, du stress et leur faire découvrir qu'ils ont des capacités beaucoup plus grandes que ce qu'ils ne pensent et ça, c'est parfois très intéressant, c'est leur ouvrir des possibilités et on a dans nos patientes, plusieurs petites patientes où, à des périodes critiques, de la vie, on a joué de cette façon et on a, une pharmacienne pour le moment qui est en stage de 6e année de médecine, qui avait choisi, pharma parce qu'elle pensait que c'était plus facile que médecine. Pas du tout. Regardez, je lui dis, non ça je crois vraiment, je lui dis que je suis vétérinaire pour âne, hein. Je dis là parce que là, OK et donc je dis: «Écoute», je lui ai fait faire passer toute une série de tests qui lui a démontré qu'elle était beaucoup plus intelligente qu'elle ne pensait. On a une avocate qui termine la médecine. On a une, patiente qui a fait des études de gestion. Heu, on a, une jeune femme qui avait 26 ans et qui, se sentait, pas bien dans sa peau, multidouloureuse. Je lui ai fait passer, un test de QI, et je lui ai dit: «Ah OK».
oui, avec ça, moi je pense que le doute associé peut-être, à certaines expériences de vie et ce que tu es, va t'empêcher, d'être heureuse et elle a passé son examen d'entrée en médecine à 26 ans et elle a terminé sa première année et je dois gérer la maman, la jeune femme qui a perdu son papa et c'est les amener à découvrir, qu'ils peuvent faire. Sinon, ils rouspètent, ils en veulent à la terre entière et à 40 ans, ça ne va plus. Et donc, on peut même à 40 ans ou à 50 ans faire des choses, Bien sûr. que l'on pensait impossibles. Super intéressant. Et une fois que vous avez regroupé, toute cette information, parce que le volume d'informations est énorme, Il est énorme. ouais, Oui. qu'est-ce qu'est-ce qu'on en ça prend quelle forme? C'est donc ce questionnaire, vos discussions que vous avez et comment on arrive au organize? Comment vous organisez ça? Quel est le travail qui se passe et qui s'opère? Je Vas-y. peux répondre? Oui, oui, vas-y. Depuis quelques années, on vit un shift de paradigme dans la gestion des données et à l'Institut de médecine fonctionnelle, c'était pour moi le shift qui était attendu. Parce que la médecine fonctionnelle, c'est collecter beaucoup d'informations pour essayer de la traiter. Et l'intelligence artificielle qui est arrivée permet une organisation, surtout quand on lui donne les instructions Oui. de la manière dont on veut organiser l'info. Et ça va être à la base du développement des logiciels médicaux et donc ça va nécessairement influencer la manière de pratiquer les médecins. Eh bien, pour pouvoir mieux appréhender notre approche en médecine fonctionnelle, avec Isabelle, on terminé, on va présenter, notre travail, le 20 septembre, un certificat en intelligence artificielle et santé. Mais ça change la donne, cette organisation et cette organisation, des données, pouvoir re-raconter les histoires, corriger ce qu'on a on avec ce avec quoi on n'est pas d'accord, parce que l'intelligence artificielle a ses grandes limites aussi et puis aller interroger, les des outils d'interrogation de banques de données uniquement scientifiques change beaucoup de choses et ça soulage une charge mentale. Ce qui nous permet de dégager du temps aussi pour parler et puis pour communiquer. Et du coup, si on prend cette phase de, d'abord de gather et de rassemblement, ça prend combien de temps, c'est pour un patient typique? Nous, on essaye d'avoir notre première Ouais. consultation qui dure 1 heure, mais au début, c'est plus qu'une consultation, Mmh. c'est 1, 2, 3 3, consultations. 4 consultations et puis on commence Ouais. à voir structuré. En fait, il faut bien se dire que c'est un chemin de vie, c'est un cheminement Mmh. et donc c'est pas juste aller pour quelque chose et avoir un traitement, clac. C'est comprendre tout ce qui est arrivé, c'est mettre en place évidemment, on peut pas tout faire, donc il faut mettre une priorité dans ce qu'on va faire et en accord avec le patient. Je leur dis toujours, en fait, c'est main dans la main qu'on avance. Donc moi, je peux comprendre des choses, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses que je ne sais pas. J'essaie toujours d'étudier, d'avancer, mais j'ai besoin de que vous me disiez: «Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Corrigez-moi si je me trompe» et donc c'est vraiment un travail de binôme et donc c'est parfois pour des pathologies, immunitaires de la peau, on est parti pour 2 ans de travail, 2 3 ans. Parfois ça va plus vite, mais parfois c'est un cheminement, Les prises de des conscience. prises de conscience et de part et d'autre, parce que moi aussi je dois comprendre ce qui dysfonctionne
et puis le patient doit aussi prendre conscience de sa façon de fonctionner. Et donc c'est pas en une consultation ou en 2 ou en 3, c'est vraiment un chemin. C'est un chemin. Les consultations prennent du temps. 1 heure au moins. 1 heure? Parfois, on Et rêve alors de parfois plus. parfois des confrères se disent: «Mais qu'est-ce qu'ils font pendant 1 heure?» Bah, on parle avec les patients, on essaye de comprendre. Et donc on peut concevoir qu'une consultation de médecine fonctionnelle, c'est très compliqué de pouvoir implémenter ça dans le modèle médical Actuel. de remboursement actuel. Et donc il faut, pour pouvoir développer des approches de ce type, concevoir une autre manière de rembourser ou de Assuré. financer ces soins de santé. Ceci dit, une fois qu'on prend en charge le patient de cette manière-là, on peut regarder le coût et le bénéfice. À Bénéfice, long terme. à long terme, il est certainement là. Et vous avez utilisé beaucoup les termes, matrice et système. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels sont les différents systèmes et les différentes matrices, de cette, médecine fonctionnelle? Tu commences par reprendre la ligne du temps et moi je passe Au sur la à la matrice matrice. Parfait. et puis tu repars sur le lifestyle, toi. Oui, en fait, OK. on va faire ça. En fait, quand le patient a raconté son histoire, on essaie de réorganiser sur une ligne du temps sa vie. Et donc, on reprend les antécédents familiaux, le périnatal, et puis on a toutes les éléments de sa vie, son enfance, s'il y a des choses qui sont arrivées dans son enfance et qui peuvent donner des adverse childhood events, et puis les phases des études, les mariages, les naissances, et cetera. Et en dessous, en dessous de cette ligne du temps, on note quand des premiers symptômes apparaissent. Et donc, on peut voir dans cette histoire de vie, en organisant le temps, parfois, il y a des: «Mais oui, ça, c'est arrivé à ce moment-là, mais oui!» Par exemple, des grosses études. Très souvent, les gens disent: «Oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des troubles digestifs, à ne pas savoir dormir, j'avais peur, je» et c'est de là qu'est partie, la dégradation de la santé. Et donc, cette ligne du temps peut parfois faire conscientiser: «Ah oui, mais mes parents, mes grands-parents avaient déjà ça, et puis j'ai là, ça allait, et puis il y a ça et ça qui est arrivé». Donc on peut repérer les les déclencheurs, donc ce qu'ils appellent les triggers, et tout ce qui va perpétuer le problème. Bon, courir à droite, à gauche, s'occuper des enfants, de la maison, du travail, d'ici, de là, et ça continue, pa, 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 pa. Pourtant je suis heureux dans ma vie, mais je cours derrière tout, et ça perpétue le problème. Donc la ligne du temps parfois permet de conscientiser ça. Donc Et puis de la ligne du temps où on a inscrit des symptômes qui peuvent avoir commencé, des angines à répétition, des otites, de l'eczéma, mais on est à 40 ans et on exprime toute une série de plaintes. On a un ensemble d'informations, dans les antécédents aussi, et on va attribuer à chacune de ces informations la possibilité d'être, en lien avec un élément de la matrice. Et il y en a 10. Il y a dans la matrice l'assimilation, ça touche principalement le tube digestif et les voies la respiratoires. peau. Mmh. Et on regarde si, dans les plaintes, il y a les maux de ventre, c'est facile d'attribuer, heu, à l'assimilation, aux nodes, aux nœuds assimilation, le ventre. Ça devient plus compliqué d'y associer, des douleurs articulaires. Mais c'est selon la compétence et les connaissances du médecin qu'il va pouvoir les attribuer. Et puis, il y a un deuxième nœud, c'est le nœud de la défense et de la réparation. Et on essaye de regarder s'il y a des problèmes, inflammatoires que l'on peut y attribuer, des défenses antioxydantes, hein. Et puis à côté de ce nœud de réparation, auquel sont attribués aussi par exemple
les acides gras que les gens mangent, la vitamine D. Pour ça, il faut avoir un petit peu De revu bagage. ses cours de base. Il y a le nœud de Énergie. l'énergie. Comment est-ce que je fabrique mon énergie? Les mitochondries. Quand on dit aux patients qui produisent 60 kilos par jour d'énergie chimique, ils tombent des nues. On en parle à des confrères, ils disent oula. Mais quand on prend les traités de physiologie, on voit que c'est une réalité et que cette énergie est clé pour pouvoir nous permettre de mettre nos cellules dans un état de switch off. On pourrait y revenir plus tard. Et puis il y a le notes, la notion de l'interaction avec l'environnement qu'on appelle biotransformation, l'environnement externe et interne. Comment nous métabolisons les médicaments, nos hormones, notre détox in fine. Un peu plus large que la détox avec des jus. Et puis, il y a le système de transport. Le système de transport, ce sont les 100 000 kilomètres du réseau vasculaire qui vont nourrir les 35 000 milliards de cellules d'un être humain masculin, les 28 000 milliards de cellules d'un être féminin. Sans oxygène, ils sont morts. Et ce système est essentiel. Et ce système, il dysfonctionne quand on est trop gros. Et puis, il y a le système de la communication. Et le système de la communication, c'est le système de comment les cellules communiquent les unes avec les autres. Et on a un acronyme de nouveau pour qu'on n'oublie jamais que les surrénales sont au début. La relation avec le monde. ATS en anglais. Adrénal, thyroïde, hormones sexuelles. Arrêtez de vouloir traiter les hormones sexuelles sans avoir compris comment le stress est impactant. Et même pour la thyroïde. Bien sûr, il y a d'autres, il y a des neurotransmetteurs. Et puis, il y a la structure. Alors, la structure, quand on entend parler de ça pour la première fois, on se dit, bah oui, ce sont les os, les tendons, les ligaments. Non, nous sommes constitués de 28 000 milliards à 35 000 milliards de cellules qui ont leur structure, leur membrane cellulaire, et puis à l'intérieur, leurs organites. C'est dingue. C'est une structure essentielle au fonctionnement du corps. Quand on ne comprend pas comment fonctionne une cellule, on ne peut même pas comprendre pourquoi on prescrit un médicament. Mais on oublie ça souvent. Et puis, on entre un peu au-dessus, sur le note des émotions, du mental et du spirituel, dont nous avons déjà parlé. Et tous ces systèmes sont interconnectés. Il est fondamentalement impossible que nos émotions et notre mental aillent bien quand on manque d'énergie. Il suffit de se poser la question, je pose souvent la question comme ça, je dis, si c'est une femme, je dis, est-ce que vous avez déjà vu un homme? Si c'est un homme, est-ce que je dis, vous avez vu votre épouse? Parfois, si ils sont homme, je dis, est-ce que tu as déjà vu ton époux quand il a faim? Il est comment? Ouf, docteur. Oui, mais moi, je tuerais quelqu'un. Et en fait, un déficit énergétique nous empêche de créer l'état électrique du switch off. Le on-off. Le off, c'est de l'énergie. Et pour un cerveau, le off, c'est la sérénité. Le off, c'est le lâcher-prise. Le off, c'est la distance et le recul que nous avons par rapport à nous, au monde et aux autres. À partir du moment où on comprend ça et que ce système est binaire, off, c'est le métabolisme de base qui nous permet d'arriver dans cet état. C'est les fonctions de base. Quand nous décidons de passer en action, de faire un mouvement, de boire un verre d'eau, je l'ai voulu.
Mais si ma musculature arrive en on sans que je le veuille, c'est super désagréable d'avoir des crampes dans les pieds et les mollets, des douleurs intercostales qui m'empêchent de respirer, des torticolis. Et puis, d'avoir des tensions dans la nuque ou les épaules, ou d'avoir des muscles qui bougent tout seuls. Ça, c'est un problème, en partie, de déficit énergétique ou de passer en action trop facilement, de ne pas avoir maintenu correctement son état électrique de repos, de off. Mais pour le cerveau, pour pouvoir essayer de exprimer la pensée, aussi bien que un mouvement précis, clair, harmonieux, donc exprimer sa pensée avec clarté, avec rapidité, avec finesse, il faut que je sorte mes cellules de l'état on, off, en on. Ok, ça c'est tout ce qui va bien. Mais quand un ensemble de cellules, le cerveau, fait de différentes régions, est trop proche du seuil où il va passer en on, il peut y arriver de manière involontaire. Je dis souvent aux patients, vous n'avez pas les crampes dans tout votre corps en même temps. Eh bien, vous n'aurez pas une activation de tous vos cerveaux en même temps, sauf exception. Mais par contre, au lieu d'avoir les idées claires, vous me direz, j'ai la tête dans le brouillard. Au lieu de pouvoir prendre du recul, vous allez ruminer. Et vous n'allez pas ruminer sur le problème de constipation du chien de votre voisine. Non, quand vous ruminez sur vos choses de votre vie. Et si vous voulez un synonyme de ruminer, c'est ne pas savoir faire switch off. Et donc, de parfois avoir des difficultés à trouver le sommeil, vous réveiller trop tôt la nuit, ne pas savoir vous rendormir. Ah oui, docteur. C'est aussi être distractible, ne pas savoir rester focalisé, parce que la moindre information vous amène au seuil. C'est s'inquiéter trop rapidement. C'est quoi s'inquiéter? C'est modifier un état cellulaire et nous amener à faire face. Avec quoi? Avec les hormones qui nous empêchent de mourir. C'était ça la base. Les hormones qui nous font sentir des choses à l'intérieur. Et si ça se libère sans qu'il n'y ait de cause apparente ou d'information apparente, on vous dira que vous êtes anxieux. Et si c'est très fort, on vous dira que vous êtes angoissé. Et vous serez impatient. C'est quoi être impatient? C'est arriver trop vite à un seuil. Eh bien, tant qu'on n'a pas compris que le fonctionnement de nos cellules est binaire et que tous les médicaments que nous prescrivons, in fine, que toutes les voies métaboliques que l'on nous enseigne arrivent à un endpoint qui est l'état de la cellule. Off, ça c'est l'idéal. Parce qu'à ce moment-là, je peux décider de le mettre en off, je peux décider de le mettre en on, ou les conditions environnementales m'y amèneront pas de manière trop rapide. C'est un principe fondamental de compréhension de comment l'ensemble de ces cellules va fonctionner. Alors il y a une chose qui est terriblement intéressante, c'est de se rendre compte que allez on va dire, pour une femme, 28 000 milliards de cellules, pour l'homme en pourcentage c'est exactement la même chose, 84% de ces cellules sont représentées par un type de cellule. Nous en avons à peu près 250 types de cellules différents. Des globules rouges. J'ai 5 litres de sang et je dis ils sont tout petits. Mais en valeur absolue, 84%. Et ils servent à quoi? Transporter l'oxygène et le carburant aux cellules. Dans les 100 000 km du réseau vasculaire, oui, dans les 100 000 km du réseau vasculaire, il y a 3, 4, 5% de ces cellules qui tapissent ce réseau, qui représentent les cellules du corps.
84 plus 5, 89%. Non, docteur, c'est beaucoup. Oui, je dis oui, non, mais attendez, ce circuit ne doit pas fuir. Et donc, 5, 6, 7% sont des plaquettes. Des quoi? Des trucs qui bouchent les trous. Et quand ça bouche un gros truc qui s'est fissuré, ça peut donner un infarct. Donc, vous voyez, c'est quand même essentiel, ce système. Non, mais on est loin. Oui, je dis oui, 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 on est déjà à 95, 95% pour les Français. Oui, mais je dis, mais il faut renouveler ces cellules. Il y a 2 à 3% des cellules, 2, qui sont dans la moelle osseuse, qui fabriquent les globules rouges et les plaquettes et les globules blancs. Non, mais dites, on est à 98%. Oui, je dis oui, il y a moins de 2% des cellules qui représentent vos muscles, votre foie, vos reins, votre cœur, vos poumons, votre Elles cerveau. sont plus grosses. Elles sont plus grosses. Une cellule musculaire, c'est de l'ordre du centimètre. Un globule rouge, c'est de l'ordre du micron. Ça doit passer dans des tout petits capillaires. Et je dis, à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. Et si je vous prive d'oxygène, en combien de temps croyez-vous que vous allez mourir? 6 minutes? 6 minutes. 6 minutes. C'est quand même extraordinaire. Quand on nous prive d'oxygène, on est mort. Mais le système a pour but de transporter l'oxygène à la dernière des cellules. Cet oxygène permet de brûler le carburant que nous avons mangé. Et ce carburant que nous avons mangé va donner du CO2 et de l'énergie. 60 kilos par jour. J'ai une fille qui est, des 2 enfants qui sont âgés de gestion. Il disait, oui, mais c'est bien de produire. Mais tu peux tenir combien de temps? Qu'est-ce que je veux dire? Mais quelles sont vos réserves de liquidité? Ah oui, je dis, nos réserves en énergie, 240 grammes. Ah, oui, 60 kilos, ça paraît beaucoup, mais si tu divises ça par 24, puis que tu divises ça par 60, tu as par minute. Une de mes filles me dit, tu vois papa, t'es un médecin, 41,6, trop compliqué. 40 grammes par minute. 44 grammes par minute, si tu renouvelles en permanence ton énergie, t'en as pour 6 minutes. Ouais, on arrive à 6 minutes. Il n'y a pas besoin de faire une expérience, d'étouffer un patient 6 minutes pour voir qu'on va donner des dégâts. Hein. Mais 70% de ces 240 grammes, 70% de ces 240 grammes sont dévolus à créer le switch off. C'est pour ça que quand un homme a faim et qu'on ne lui donne pas à manger, je suis un homme cis blanc, hein, pubis, un vieux, vieille génération, quand on ne donne pas à manger à un homme qui a faim, s'il a des caractéristiques un peu touchy, il peut devenir très irritable. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne peut pas créer ces conditions qui l'empêchent de s'approcher du seuil. Et quand il s'approche du seuil, la moindre chose va l'énerver. C'est un truc qui est fondamental. Je suis Et donc, nourricière. Hein. et donc, comprendre après qu'une pauvre patiente à qui on dit « Mais madame, vous n'avez aucune raison d'être fatiguée, vous n'avez pas d'anémie. Ou si vous avez 3 enfants, et elle manque d'un facteur clé pour la production d'énergie. La littérature scientifique est sans contestation là-dessus. Quand leur ferritine, la réserve de fer, est en dessous de 50, on peut avoir des déficits de production d'énergie qu'on appelle l'ATP. Et quand on corrige cette réserve de fer, des femmes qui étaient fatiguées ne sont plus fatiguées. Quand c'est le seul paramètre qui est à corriger. On va être... Ça, c'est un exemple de base simple de correction d'une fonction. Donc, médecine fonctionnelle. Bon, ça, c'était la matrice avec une petite illustration. Et Isabelle va reprendre. Elle est centrée sur nos fonctions. Et alors, en fait, tous les facteurs du mode de vie influencent nos fonctions.
Et donc, on a à peu près 5 piliers fondamentaux qu'on regarde. Il y a le sommeil, majeur, nos choix alimentaires, majeur aussi, euh, tous les problèmes sociaux, socio-économiques, tout ce qui peut générer du stress, oui, voilà, le réseau de soutien, les amis, la famille qui sont soutenants, fuir les toxiques, humains aussi, et le sport, l'activité physique qui est fondamentale pour nos mitochondries, la santé mentale, etc. Et chacun de ces éléments vont influer sur chacune de nos fonctions, donc le tube digestif, la mitochondrie, le système de transport, les structures cellulaires sont intrinsèquement influencées par ces modes de vie. Et donc, nous arrivons à développer une maladie à cause de cette interaction de notre écosystème humain avec notre façon de vie et le contexte de vie. Et un corps humain remis dans le bon contexte se guérit tout seul, Ou ou presque, à un certain, à un jusqu'à certain un niveau. certain stade. Un Voilà. certain nombre de Et le d'adaptations. plus bel exemple, je dirais, d'impact de l'environnement dans nos sociétés, c'est l'augmentation croissante de l'obésité, du surpoids et du diabète et des maladies cardiovasculaires. C'est juste Du mode de vie. nos choix. Juste nos choix. Alors, dans les piliers de santé, parfois il est amusant de souligner des choses comme quand j'ai dit est-ce que vous avez déjà vu un homme qui a faim? Ok. Ou, ou votre épouse quand elle a faim? Ok. Moi je dis quand ils sont pas bien psychiquement, irritables, peut-être avec des signes, dépression, je dis: «Vous avez des enfants?» «Ouais». «Ah, vous avez des enfants? Est-ce que vous avez aidé?» «J'ai vu un enfant qui n'avait pas assez dormi». «Oh, docteur, enfant qui n'a pas assez dormi, c'est insupportable, hein». Il est comment? Il pleure, il rouspète, et un enfant qui a faim, ouf, non, pas bien non plus. Et un enfant qui a faim et qui n'a pas bien dormi, J'ai vécu ça. On connaît. Oui. ah ben, je dis: «C'est comme vous». Oui. Ah, regardez, vous allez dormir à 1 heure du matin, vous vous levez à 6 heures, vous ne prenez pas le temps de prendre le petit déjeuner, vous prenez, des petits déjeuners sucrés, vous prenez, vous achetez un truc vite fait à côté du bureau et puis vous voulez être en bonne santé. Je dis, c'est difficile pour que votre système nerveux fonctionne bien, hein. Mmh. Ça c'est et c'est vrai que c'est difficile quand on a 3 enfants et qu'on travaille et que Mhm. c'est pas facile. Toute notre société est faite pour que nous ne soyons pas nécessairement bien. Mm. J'ai rassemblé beaucoup d'informations. Je vais essayer maintenant de les organiser pour prioriser les questions que j'ai. Dans la phase justement de rassemblement, on a beaucoup parlé du questionnaire, des discussions. On n'a pas du tout parlé de biologie ou de tests que vous faites. Qu'est-ce que vous testez? Quelles informations, quels prélèvements? Et est-ce que c'est les mêmes pour tous? Et à quel point vous spécialisez? Quel est le tronc commun? C'est pas la même chose pour tous. On va effectivement voir ce qui a déjà été fait. Mmh. Et si rien n'a été fait, on va commencer par prendre les bases. Qu'est-ce qui est essentiel au fonctionnement d'une cellule, au fonctionnement d'un corps humain? Hem, du minéral au microbiote. Donc on a, nos prises de sang où on essaie de voir, les carences en fer, en zinc, la fonction métabolique, le système immunitaire, d'avoir une idée de la fonction mitochondriale, d'éventuelles intolérances alimentaires. Donc on essaie de faire un panel de screening, un peu de reconnaissance, sur tout ce qui Sur les les différents différents nodes, Mmh. voilà, le digestif, l'énergie, l'assimilation, le vasculaire, les stress antioxydants. voilà. Et alors, Et tout ça avec des prises de sang, on peut mesurer? voilà, Oui, et mais en fait, avec des choses simples, hein, simple, oui, simples. Enfin, il faut commencer par des choses simples. Faire un hémogramme, an analyser un état les des lieux. globules rouges, les globules blancs, la réserve de fer, la vitamine B9,
la vitamine B12, pour celle-là, on pourrait en faire d'autres, mais celle-là, c'est particulier. Voir s'il y a un fond d'inflammation. Regardez le métabolisme glucidique en regardant l'insuline à jeun, Les la hormones. glycémie à jeun, en regardant les enzymes hépatiques. Souvent, on a déjà ça avec les confrères. En regardant Le les système fonctions endocrine. hormonales, en regardant certaines vitamines et en l'occurrence la vitamine D et ses impacts sur des paramètres comme le calcium, le magnésium, dans le sang, mais aussi les urines, le bilan des stress antioxydants, le bilan des acides gras, oméga 6, oméga 3, qui ont un impact majeur sur la santé, en faisant un screening parce que c'est une personne sur 100 et que la présentation est très peu typique d'une maladie cœliaque, donc une maladie auto-immune dirigée donc contre nous, déclenchée par le gluten, de regarder des allergies éventuelles alimentaires et des sensibilisations alimentaires qui nous donnent indirectement des informations sur l'état du tube digestif, plus des analyses de compréhension de dynamique du tube digestif et pas certainement faire que le microbiote intestinal où les gens sont parfois un peu perdus. Ils se disent qu'est-ce que je vais faire avec cette bactérie ou celle-là? Non. Est-ce que je digère bien? Est-ce que je les... Alors, comment est-ce que je digère bien? C'est différents paramètres. Tiens, est-ce que je peux interroger tel organe? Est-ce que j'ai des troubles de perméabilité? Oui, c'est facile à mesurer. Est-ce que j'ai des paramètres d'inflammation dans mon intestin? Il y en a différents, selon différents types de réponses inflammatoires. Quand on a ça, est-ce qu'on a mangé suffisamment de fibres? Est-ce qu'on voit des acides gras produits par les bonnes bactéries dans l'intestin, mais qui vont influencer sur la prévention du cancer du côlon, mais qui vont aussi influencer le fonctionnement métabolique des muscles, du foie et du cerveau, à des dosages qui sont aussi fins que nos hormones. Ça, ce sont des analyses qu'on peut faire de base, mais dans ces analyses de base, on peut en retirer déjà quelques-unes quand on a les dossiers médicaux partagés. Et alors, on peut se focaliser sur le order qui est prioritisé, mettre des priorités sur ce qui n'a pas déjà été fait. Oui. Ce qui permet de raconter des histoires. Et cette prise de confiance. Oui. Vous avez parlé beaucoup de mitochondries. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Et le fonctionnement et l'impact. Alors, la mitochondrie, je dirais que c'est la centrale énergétique de nos cellules. C'est un petit organelle qui, selon ce qu'on dit, est une très très vieille bactérie qui a fusionné avec nos cellules et elle est spécialisée, ultra spécialisée dans la production d'énergie. Mais au départ de ce que l'on a mangé, donc de nos aliments. Donc elle va transformer les glucides, parfois des acides aminés ou des lipides en énergie, en ATP. Et donc c'est cette mitochondrie qui utilise l'oxygène transporté par le globule rouge et qui est très demandeuse en fer, en magnésium, en zinc, en manganèse, en lipides, en oméga 3, en carnitine, enfin en vitamine B. Donc elle va être une grande exigeante en termes de qualité nutritionnelle pour nous fournir de l'énergie, donc l'ATP. Et donc On peut dire qu'un neurone, une cellule musculaire, en possède 10 000 par unité de cellule. Hein, et on peut dire aussi que de on mitochondrie. dit aussi que le cœur, c'est 80% du poids, c'est de la mitochondrie. D'ailleurs, quand on parle de cardiolipine, c'est une lipide mitochondrielle. On a donné le terme de cardiolipine, lipide, à cause de son importance au niveau cardiaque. Et donc la mitochondrie, c'est l'unité
de production d'énergie. des 60 kg d'énergie, dont 70-70% est dédié au switch-off. Et quand elle dysfonctionne, c'est neuro, c'est cardio, c'est rénal, c'est digestif, c'est cutané, Musculaire. c'est musculaire, c'est hormonal, c'est pancréatique, c'est C'est toutes les cellules in Ouais, fine. Et comment est-ce qu'une mitochondrie dysfonctionne, que nos mitochondries fonctionnent ou c'est dysfonctionnent? une conséquence. Donc, bien sûr, il y a des fragilités génétiques, mais c'est une conséquence du cortisol chronique, de l'inflammation, carence en fer, carence en zinc, carence en vitamine B, l'alcool, les pics glucidiques. Donc, il y a toute une série de facteurs environnementaux qui vont la fragiliser. Et quand on a un affaiblissement du système mitochondrial, on va développer évidemment des problèmes dans les structures qui utilisent le plus de l'énergie, donc le cerveau, le cœur, le tube digestif, le rein, le système immunitaire. Enfin, Et et aux il y en a des États-Unis, en patterns. médecine fonctionnelle, à côté de ça, on dit les 3 N. Pain, douloureux, Oui, brain, dépression, anxiété, pain, drain. and drained, épuisé, Mm. vidé. Et ça, c'est La douleur. la oui. mitochondrie. Un exemple d'élément qui va faire dysfonctionner la mitochondrie, c'est une métaphore. Si on a une tondeuse à moteur Mhm. à essence, ouais, on est ancien, et qu'on amorce avec le petit bouton pour amener l'essence dans le carburateur, si on met la juste quantité d'essence et qu'on démarre, elle démarre au quart de tour. Mais si on noie le moteur, Elle ça est- va être compliqué et elle va fumer bleu. Ce sont des produits de combustion incomplets. Dans le corps, l'insuline régule l'entrée du glucose, du carburant, dans certaines cellules. 3 types de cellules. Le muscle, le tissu gras et le foie. Les autres, le globule rouge, les neurones, sont indépendants de l'insuline. Et elles ont des portes, des canaux, en permanence ouverts. Ça monte dans le sang, ça monte dans la cellule. Et si on a des pics, suivis de descentes, mais quand on a des pics, c'est un peu comme quand on met trop de carburant dans son moteur. Et donc, on a des produits de combustion incomplets. Ça va entraîner une production de radicaux libres. Ça, c'est la fumée. Et puis, quand on a des downs et qu'on a déjà, à cause de ces radicaux libres, des mitochondries qui commencent à dysfonctionner, on a des diminutions de production d'énergie. Et quand on a ces diminutions de production d'énergie, on est un tantinet plus nerveux, un tantinet fatigué, Mhm. plus à risque d'être anxieux, plus à risque d'être déprimé. La mitochondrie, c'est le cœur du système. Isabelle a évoqué la mitochondrie, origine bactérie. 2,5 milliards d'années, les cellules ne savaient pas consommer l'oxygène. Mais on avait de l'oxygène qui était apparu. Et il y avait des premières bactéries. Il y en a une qui a infecté ou envahi une cellule, qui a fait une symbiose, un partenariat. Au début, avec une molécule X, glucose, elle faisait 2 molécules d'énergie avec un déchet. Eh bien, la bactérie, qui est devenue une mitochondrie, a pu en fabriquer 34 de plus. Il suffit de regarder ce que ça donne, un pays qui a de l'énergie et un pays qui n'a pas d'énergie. Ça a permis le développement d'un organisme unicellulaire à multi puis pluricellulaire, les plantes et les animaux. Ces mitochondries sont des outils de rentabilisation de l'énergie et de transformation. Donc, dès que l'on a des pathologies mitochondriales, les virus, par exemple, viennent
hijacké, Isabelle explique ça très bien, explique que les virus, la toxoplasmose, le BV, enfin Le toxoplasmose, Covid, le Covid, le toxo, la grippe, hop, ils se mettent sur la membrane externe de la mitochondrie et ils vont pomper l'énergie. Et donc, les Covid longs, ce sont déjà des gens qui avaient une pathologie mitochondrielle et qui ont été encore épuisés davantage parce qu'en fait, le parasite, lui, ce qu'il cherche, c'est à voler notre énergie. le parasite, le Le virus. parasite, le virus, la bactérie. Donc, il faut vraiment réfléchir à cet aspect-là des choses en post-infectieux aussi. Mais pour dire une chose simple sur la mitochondrie, il ne faut pas laisser des patients avec des paramètres faciles à corriger, susceptibles d'impacter Comme le fer le fonctionnement mitochondrien. Le fer. Parlons un fondamental. peu du fer, ouais, je vois bien que vous avez parlé de fer, mais c'est pas seulement le fer, c'est la ferritine. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les Oui, différences et... Ça, je l'explique. oui, c'est notre biochimiste. Mmh. Le fer est au cœur du fonctionnement de toutes les cellules. Il est au cœur de la molécule du transport d'oxygène, l'hémoglobine des globules rouges. Il est au cœur de protéines qui captent l'oxygène dans les muscles, la myoglobine, ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il est au cœur d'une protéine qui permet de capter l'oxygène des globules rouges dans les cellules nerveuses, la neuroglobine. Il est au cœur des systèmes de transport d'électrons, c'est-à-dire au cœur des mitochondries de la production d'énergie. On appelle les cytochromes, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau à l'hémoglobine. Ils sont au cœur de tous les processus de détoxication des premières phases au niveau hépatique. Il est au cœur des systèmes de production de nos hormones, stéroïdes. Il est au cœur de la synthèse des kératines, les ongles, les cheveux, à l'épiderme. Et on en perd 1 milligramme tous les jours au niveau de ces phanées. Il est au cœur de la synthèse des neurotransmetteurs. Et donc, quand on veut faire un bilan et qu'on ne se focalise que sur l'hémoglobine et les globules rouges, on perd tout le pan de ce qui reste. Et donc, il y a le fer que nous mangeons, fer, qui descend dans notre estomac, qui arrive dans l'intestin et qui va être transporté sur un transporteur. Un transporteur de fer s'appelle la transférine. Il y en a d'autant plus que l'on manque de fer. On se dit, on va attraper le moindre truc. Et puis le bateau va transporter le fer pour le mettre dans des structures de réserve. La moelle osseuse où on fabrique l'hémoglobine et les globules rouges. Il y en a beaucoup dans le foie où il y a beaucoup de cytochromes pour la détoxication, mais aussi pour la production d'énergie. Et là où on recycle les vieux globules rouges, la rate, où on reprend le fer, on le met sur la transférine et on va le remettre ailleurs. Et au cœur des cellules de stockage, il y a un coffre-fort qui est une protéine sur lequel on vient mettre le fer qui vient de la transférine, et ce coffre-fort s'appelle la ferritine. Alors, quand on le mesure, c'est la meilleure manière de mesurer la réserve de fer, ce serait faire une ponction de moelle osseuse. Les patients n'aiment pas. Alors, on se dit, on va prendre la ferritine qui fuit de manière normale dans le circuit de 100 000 km de vaisseau, et puis on la mesure. Et c'est des nanogrammes par millilitre, pas beaucoup, ou des microgrammes par litre. Donc, c'est un indicateur des réserves, sauf s'il y a des fuites excessives. Si un foie est gras, enflammé, L'inflammation. s'il y a des cancers, s'il y a des problèmes. Donc, la ferritine est un indicateur de réserve. Chaque unité de ferritine dans le sang, nanogramme, correspond à une réserve de 8 mg. Et pour que nous fonctionnons bien, il faut que, au minimum, on soit 50 et probablement aux alentours de 80 à 100. Et donc, quand on a 15, 20, 30, en dessous de 10,
habituellement, on voit l'hémoglobine qui diminue. Mais on a déjà plein de symptômes avant. Et donc, le fer est un élément clé du bien-être féminin, Mmh. puisque les hommes n'ont que les pertes obligatoires que hommes et femmes ont. 1 milligramme de fer au niveau des cheveux, moi j'en perds un peu moins, des ongles et de l'épiderme. On en absorbe 10%. Donc on a défini que pour les hommes, il fallait 10 milligrammes. Et il y a les pertes périodiques. Et les pertes périodiques, mensuelles, Mmh. menstruelles, c'est normalement 30 millilitres par mois, Mmh. 1 millilitre par jour. Mmh. 1 millilitre de sang, c'est 0,5 mg de fer. Donc on rajoute, puisqu'on absorbe 10%, 5 pour les femmes. Et certaines femmes ont des pertes qui vont monter à 80, on dit que c'est des ménorrhagies, à 120, à 400. Ouais. Et elles font des dons de sang permanents. Et on se dit, mais pourquoi perd-elle autant? Mmh. Alors là, il faut réfléchir de pourquoi on en perd autant. C'est pas normal d'en perdre autant. Et donc, voilà, le métabolisme du fer, c'est ça. Et il peut y arriver qu'on malabsorbe le fer. Il suffit d'avoir une petite inflammation. L'exemple que l'on donne toujours, c'est la maladie cœliaque. Ok, la maladie cœliaque, c'est une pathologie de malabsorption à cause d'une pathologie auto-immune. Mais dès qu'il y a une inflammation dans l'intestin, il y a la production d'une petite molécule qui freine l'absorption du fer. Donc on peut essayer d'en assimiler Et un donc, peu. quand on a un intestin inflammatoire, on Mmh. absorbera de toute façon un peu moins bien le fer. Et quand on donne du fer Péros Mmh. par la bouche, en trop grosse quantité, on stimule la production de cette petite molécule. Ouais. Donc, C'est tout c'est Tout un équilibre. un un équilibre. équilibre. On peut des patients que vous voyez, quelle proportion a des carences en fer? Et je sais que c'est plus nuancé que ça, mais à quel point c'est un sujet en fait, latent, chez vos patients? Et comment vous réglez ça? Est-ce que c'est par un changement d'alimentation? Est-ce que c'est par la supplémentation qui ne peut pas être que orale? Comment vous réfléchissez à ça? Vas-y, Je réponds sur le fer. vas-y. La première chose, c'est de se dire où est le problème? Absorption, apport, perte. Mmh. Donc ça, c'est le premier raisonnement. On va prendre un cas le plus fréquent, perte. Perte plus importante, menstruation. Rarissime d'avoir un homme qui manque de fer, même s'il est végétarien. Après, dans les pertes, il faut comprendre l'origine de ces pertes. On va laisser ça de côté. Si on réussit à le corriger, on doit donner moins de fer à absorber. Alors, le mieux, l'alimentation pour le corriger, en règle générale chez les femmes, elles ont moins tendance que les garçons à aimer les sources de fer plus importantes, mais ce n'est pas le cas de toutes. On peut donner des supplémentations Péros, c'est la base, et la supplémentation Péros, soit on a des bases de 14, 28 mg qui entrent dans le cadre des compléments alimentaires, soit on a des substitutions sur prescription où on va avoir 80, 120 mg de fer élément, dont on va absorber, en espérant, 10%. Mais qui sont parfois très difficilement tolérés par les patients. Mmh. Donc quand on a démontré que l'absorption était soit difficile, soit non tolérée, dans les guidelines, on dit on peut envisager la substitution, soit en intramusculaire, mais qui est un petit peu fort douloureuse parce qu'on injecte ça dans le muscle et ça peut parfois tatouer, soit l'injection en intraveineuse. Sauf que pour avoir le remboursement d'une injection intraveineuse, il faut, de manière standard, avoir une hémoglobine
déjà très basse et une anémie. Si je prends l'exemple de la Suisse, en médecine de première ligne, ils administrent, c'est-à-dire en médecine générale, ils administrent des fers, un produit qui s'appelle le Linjectafer, en 500 milligrammes ou en 1000 milligrammes, qui vont permettre de corriger en une fois la réserve de fer. Mais si on n'a pas traité la cause, le problème revient. Parfois, le problème d'administration de haute dose de fer de ce type peut entraîner des effets secondaires d'hypophosphorémie. Donc, les gens ne sont pas bien, ils peuvent avoir des crampes, ou, quand c'est administré très rapidement, des réactions, des effets secondaires de type allergique. Et donc, c'est peser le pour, le contre, la forme et administrer des petites doses lentes peut permettre, dans certaines situations, de corriger bien les choses. Une fois qu'un patient a ressenti la correction du fer, la discussion sur, la visite chez le gynéco pour pouvoir prendre les mesures, pour, ne plus perdre de fer change totalement. Ils se disent: «Waouh, on se sent quand même beaucoup mieux et mes ongles sont plus solides et je ne suis plus fatigué et mes cheveux vont mieux et j'ai plus d'énergie et tiens, ce n'étaient pas les enfants qui me fatiguaient, j'étais simplement fatigué parce que je manquais de fer. C'est vrai docteur que quand je ne dors pas assez, je suis encore fatigué». Je dis: «Bah oui, heu, quand on ne dort pas assez, on est fatigué». Donc la dynamique de la prise en charge du fer, elle doit, intégrer la compréhension de l'origine, la prise en charge de l'origine et puis, heu, la correction, idéalement, commence, oui, alimentation, substitution Péros et en dernier recours, si on ne parvient pas, on peut utiliser des administrations intramusculaires ou, intraveineuses. J'ai encore beaucoup de questions, je vois que le temps tourne. J'aimerais bien creuser, un petit peu le sujet de la nutrition, parce que tout à l'heure vous avez mentionné, le petit déjeuner et cetera. Quels sont un peu les conseils que vous formulez? Oh, c'est toi le Ouais, nutritionniste, hein. ouais, sur la nutrition, Encore toi. heu, pardon, je choisis Non, mais non, non, non. sur la nutrition, C'est quand même pour, encore une fois, être à son maximum d'énergie, fonctionner au mieux, avoir les bons apports et là, on a traité le fer, mais vous avez dit que c'était beaucoup Oui. d'autres choses et on va pas tous pouvoir les creuser les uns après les autres, que ce soit oui, le zinc, ça va être trop. et cetera. Mais j'aimerais bien comprendre quelle est votre approche de la nutrition? Qu'est-ce que vous conseillez? 1, expliquer que la régulation de la prise alimentaire Mmh. se passe dans une petite zone du cerveau qui est indépendante de la volonté et que l'ensemble des signaux neuroendocriniens, hormonaux intestinaux, neurotransmetteurs, énergétiques contribuent à la sérénité cérébrale en termes d'alimentation. Ni faim, ni envie. Et que cet état est associé à une augmentation légère du métabolisme de base. Légère. Si on dit à un patient qui pourrait perdre 1 kilo de graisse sur une année, ça va pas lui plaire. Mais quand même. Et que le fait de communiquer les bons messages à cette zone est clé pour réguler nos comportements alimentaires. C'est le secret pour avoir un bon poids. Et donc, pour ça, il faut ne pas manquer de toutes les choses dont on a déjà parlé, mais dans les rythmes alimentaires, il faut commencer par un premier repas
adéquat. Protidolipidique dominant. J'ai dit protidolipidique dominant, j'ai pas dit que ça ou que ça et pas autre chose. Pourquoi? Pour créer les conditions sur la journée de stabilité de la glycémie, du carburant, pour éviter des up et des down. Et donc, des petits déjeuners protidolipidiques dominants peuvent se décliner de différentes manières. Si on prend nos petits déjeuners, on prend 2 à 3 œufs, de l'avocat, des anchois, du saumon fumé régulièrement, des légumes fermentés, des oléagineux. Oléagineux. Oléagineux, c'est noix, noisettes, amandes, un fruit, enfin, c'est plantureux. Pour rester mince, il faut manger beaucoup et bien choisir son premier repas. Le but est d'éviter que la zone de commandement n'atteigne trop vite le seuil qui nous pousse à avoir faim ou envie, de manière compulsive. On a tous connu ça. Oui. Et donc, ce premier repas peut être plus végétal, mais protidolipidique. Il peut être plus animal, comme je l'ai décrit. Et selon les tolérances ou pertes de tolérance à des aliments, on doit un peu ajuster. Le deuxième repas... Et donc, ça veut dire quand même éviter les céréales. Ah bien sûr, c'est bien. Oui, c'était... Si On l'a dit de manière élégante, mais je pense que c'est bien de dire de manière... Oui, le croissant, Ouais. la baguette blanche, le pain blanc, les cornflakes, les confitures, le sucré, le Nutella, les jus de pomme, les jus de fruits. Pour commencer, c'est génial pour avoir des coups de pompe dans la journée. Mais c'est fabuleux. De la même façon, le deuxième repas doit être dans cette lignée, mais avec des légumes, avec une protéine, peut-être végétale, mais aussi animale, et une portion de féculents, enfin d'hydrates de carbone, mais pas trop, surtout légumes qui entrent, potage. Et quand on a mangé ça, si on a envie de se prendre un petit truc pour terminer, du chocolat, pourquoi pas? Mais au moins quand on a fait ça, on n'est pas vers 16h, 14h, 17h, 18h, en train de se dire: «Allez, juste un». Et puis quand c'est juste un, c'est juste 10. Et après, on se sent coupable de ne pas avoir bien fait. Ou, si on a résisté, quand on arrive au repas du soir, on s'empiffre. Ou, après le repas du soir, on a encore ce... Docteur, c'est une envie, ce n'est pas faim. Je dis oui, non, mais faim, envie, non, c'est quand je m'ennuie. Non, c'est le stress. Je dis non, c'est vos groupes de cellules est en off ou en on. Avoir une compulsion alimentaire, une pulsion alimentaire qui rend coupable, c'est comme toucher le seuil d'une autre manière et avoir une crampe. C'est fondamental de piger ces éléments. Et quand on fait ça, on mange moins. Et quand on mange moins parce qu'on a mangé un peu plus, le poids s'autorégule. Il faut arrêter de croire qu'il faut manger son métabolisme de base et pas plus en faisant du sport pour perdre du poids au long terme. Oui, on va en perdre au début, puis après on va craquer. C'est quoi le métabolisme de base? C'est quoi les 1217 kilocalories, 69 de la balance du coach? C'est juste la quantité d'énergie produite et nécessaire pour créer le off.
la sérénité cérébrale, le relâchement musculaire, la satiété. Fondamental. Mmh. Et pourtant, dans nos études de médecine, Mmh. on n'a pas 1 heure Mmh. de cours de nutrition. Mmh. Et après, on vous dit: «Mangez normalement» et on ne sait pas Qu'est-ce que ça veut dire? ce que c'est que bien Ouais. manger. Et juste pour finir sur ce bien manger, le repas du soir? Le repas du soir peut être plus glucidique. Mmh. Contrairement à: «Mon Dieu, docteur, si je mange des hydrates de carbone le soir, je vais sécréter de l'insuline et je vais stocker du gras». Non. Le fait d'avoir mangé protido, lipidique le matin et le midi, vont permettre de rendre plus disponible en journée un acide aminé fondamental au bien-être et à l'énergie, la tyrosine, responsable de la synthèse de la dopamine et de la noradrénaline. Et quand on va manger le soir des hydrates de carbone, tout en ayant une petite portion de protéines, les hydrates de carbone vont nous faire sécréter de l'insuline qui vont permettre de rendre plus disponible pour le cerveau le neurotransmetteur qui va nous permettre de nous apaiser, le tryptophane, qui pourra se transformer en sérotonine et mélatonine. L'apaisement, celui qui naturellement vient fine-tuner, finement réguler l'état électrique des cellules vers le off. Mais pour bien fabriquer tous ces neurotransmetteurs, il ne faut pas manquer de fer, il ne faut pas manquer de vitamine D. Quand on manque de vitamine D, on a moins d'outils enzymatiques pour fabriquer. Mais ces outils enzymatiques dépendent de fer. Donc, c'est un peu plus complexe que simplement dire: «Je vais prendre un complément de ci ou un complément de ça». Mais c'est ça, les bons rythmes alimentaires. La question qui fâche dans Initier le changement, c'est le patient qui dit: «Docteur, et ma vie sociale? On en revient au pilier social, en effet. Mmh. Et je n'ai pas le temps. Mmh. Et j'ai commandé sur telle application, un repas tout préparé qui est fait à base, comme je dis avec mes enfants, Pauline, la marge, la marge. Ils l'ont fait sur le riz blanc ou sur tes protéines? Papa, je suis un jeune de gestion. Eh bien voilà, ta marge de ton livreur, elle n'est pas bonne pour ton cerveau. Très clair. Et bon, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait creuser. Je vais vous inviter à faire un épisode 2, si vous l'acceptez. On peut faire plusieurs épisodes. Exactement. Sur, j'aimerais juste creuser ce que ça a été touché juste à l'instant sur l'activité physique. Qu'est-ce qu'on Encore une fois, est-ce qu'il y a des recommandations générales? Est-ce qu'elles s'adaptent? Est-ce que c'est très personnalisé ou est-ce qu'il y a une baseline qui fonctionne, pour tout le monde? Comment vous approchez ça? Tu veux que le kiné parle? Oui, le kiné, oui, il est tellement multiformé, Ouais. c'est son domaine aussi. Alors, il y a le standard, le patient en bon état, lui faire du cardio, accélérer son rythme cardiaque, faire des efforts, faire du jogging, le faire monter, en fréquence cardiaque au moins 3 heures par semaine, c'est bien. Et puis, il y a, des entraînements à haute intensité que certains aiment faire. Ce n'est pas un truc à faire à un patient qui est en burn-out. Mmh. Non, celui-là, il est plat. Lui demander ça, ça va l'épuiser. Donc il sera plus, à mettre en mouvement, de manière, douce, comme, de la marche, des exercices légers, parce qu'il faut le protéger de l'excès Mmh. de sollicitation d'un système qui ne fonctionne plus bien.
Et donc, le choix, oui, va dépendre qui compte. je dirais, de la ligne du temps, du patient et de son état. Mais c'est clair que l'activité musculaire améliore la mitochondrie, les fonctions mentales, la Clairement, structure, enfin, ça améliore tous les points de nos faire l'activité physique augmente l'espérance de vie et la longévité Mmh. en bon en état, bon Mmh. état, oui. tout comme l'alimentation. Ouais. La question, c'est quel programme de longévité quel programme d'activité physique qui fonctionne pour soi, comment le définir Voilà. avec, Oui. mmh et comment Et tenir on a des une ré sportifs qui font des burn-out mmh, sportifs, les surentraînés. Mmh. mmh, Ils Surentraînement s'épuisent. physique peut s'apparenter à un surentraînement mmh, intellectuel Mmh. ou un une surchauffe. mmh, passionnant. Peut-être, pour conclure et on recreusera en beaucoup plus de profondeur, j'espère, tous ces sujets-là. Est-ce que vous pourriez nous partager votre vision de la longévité? Alors, la longévité, s si on devait le définir en termes médicaux, ce sont les années que nous pouvons vivre en fonction de notre programme génétique et par rapport à l'espérance de vie où là, c'est, dans un contexte de vie donné, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme vie. Et il faut encore bien dire, en termes de bonne qualité ou pas bonne qualité. Donc la longévité, d'après toutes les études, hem, c'est l'expansion maximale de ce que l'on peut vivre et ce sur quoi nous pouvons travailler, c'est sur l'espérance de vie. Donc c'est optimaliser, l'expression génétique que nous avons. Et il est clair que les choix alimentaires, les contextes psychosociaux, isolement ou stress, le sport, le sommeil, les temps de relaxation ou le support, donc les gens qui vivent un isolement vivent moins longtemps, ont beaucoup plus de facteurs de stress, sont des facteurs qui, épigénétiquement, vont permettre d'optimaliser notre longévité. Hem, c'est un peu la J'aime bien définition, comme oui? tu le dis. Ah voilà. J'aime bien. Et il est clair que nos choix alimentaires, enfin tous ces moteurs de lifestyle sont très importants. Donc quand nous faisons de la médecine fonctionnelle et qu'on arrive à améliorer le métabolisme, le contexte clinique, le sommeil, le sport, nous pouvons améliorer l'espérance de vie et le maximaliser de la longévité prévue par nos gènes. Ouais, c'est une belle et un élément qui est amusant d'entendre ce qu'on entend, régulièrement, c'est que quand on a commencé à jouer sur tous ces aspects et d'utiliser les compléments alimentaires, pour compléter des choses qu'on n'arrivera de toute façon pas à avoir par l'alimentation. Je prends la vitamine D, impossible. Heu, les gens disent: «Ah, depuis que vous me suivez, je ne suis plus malade. Mmh. Ah, j'étais, 3-4 fois par an malade par hiver et maintenant c'est Mmh. terminé». Ça rejoint, au moins pour en partie, pour un des facteurs, les études qui montrent que les taux de vitamine D optimaux doivent se situer entre 40 et 70 nanogrammes par millilitre, alors que les ranges étaient, en 2005, fixés entre 7,5 et 45. Et Fixé par qui? Ça fixés, fixés, par la manière dont on fait les normes. OK. Les laboratoires ont les patients, Mmh. on regarde la moyenne, percentile 10, 20, Mmh. 80, 90, 100, voilà. On dit voilà, le plus grand nombre se trouve dans cette fourchette, ça, c'est la normale. OK et c'est anormal qu'on met dans une prise de sang, un Et c'est résultat comme ouais. et à Mmh. l'époque, pour la vitamine D, Mmh. c'était ça. Puis Mmh. des chercheurs du métabolisme osseux
sont intervenus, ont dit: «Oui, écoutez, mais vous voyez là, dès que la vitamine D descend en dessous d'une certaine valeur, il y a une hormone qui monte. Parathie. L'hormone qui va gratter les os pour rechercher le calcium et le magnésium que vous n'avez pas bien absorbés». Et donc, là, on s'est dit: «C'est aux alentours de 22-23». On a dit: «OK, en dessous de 20, c'est le déficit, 30, c'est le minimum à avoir. Enfin, il vaut mieux avoir, 30». Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a pas que l'os. Mhm. Il y a l'immunité, l'auto-immunité, déjà dans le ventre de la maman, mais aussi pendant toute la vie. Et on dit 40 à 70. Notre travail de fin d'études en IA, c'était traiter des grands nombres de données où, après un contrat RGPD avec un laboratoire, heu, on a regardé les données de vitamine D de 2014 à 2024 de médecins sensibilisés à la nutrition et en 2024 de médecins sensibilisés à la nutrition et non sensibilisés à la nutrition. Et on a regardé les valeurs. Notre travail n'était pas de faire l'analyse, c'était de démontrer comment un vieux médecin de 60 ans, inapte à traiter des données, dans le passé, avec l'IA, est-il capable d'interroger des données de grand nombre, puisque nous traitions plus de 5 millions de données de vitamine D, et de voir ce que ça donnait. Mhm. Eh bien là, c'est extraordinaire de voir que chez les médecins qui sont sensibilisés à la nutrition en 2024, le taux moyen de vitamine D qu'on voit fluctuer au cours des mois, en fonction de la saisonnalité de la lumière, est de 39 en moyenne, et chez les autres, de 24. C'est amusant de voir que de 2014 à 2024 inclus, les taux sont passés chez les médecins sensibilisés à la nutrition de 24 à 39, avec un cut aux alentours de 2020, où on a pensé que immunité peut-être un tout petit peu différemment. C'est très amusant de voir ça. Mhm. Et quand on se dit: «Tiens, il y en a d'autres que la vitamine D, de nutriments?» Bien sûr, il suffit de prendre l'histoire de l'acide folique, puisque toi, tu es un jeune papa, hein? Ton épouse a pris, avant de faire le bébé, de l'acide folique. Ouais. Ce qui nous a permis, il a fallu 30 ans, hein, pour que ça passe dans l'esprit médical, le fait de donner l'acide folique a épargné aux États-Unis 2000 il y avait 2 500 cas par an d'anomalies du tube neural, c'est-à-dire des spina bifida. Et avec la prescription d'acide folique, on réduisait de 72 la fréquence de ces événements. Et donc, l'éditorialiste d'une grande revue, JAMA, qui travaillait au CDC, disait: «Depuis la découverte du vaccin contre la rubéole, on n'a pas eu d'occasion aussi importante de réduire des problèmes de malformation aussi courants». C'était 2500 aux États-Unis, et donc on peut regarder ce que ça donne dans le monde. Et ça touche simplement à une variante génétique qui touche 10 de la population à l'état homozygote. 10 c'est beaucoup. Et donc, en faut-il uniquement en période préconceptionnelle jusqu'à la fin du 3e mois de grossesse, ou les gens qui ont ces caractéristiques, 10 ne vont-ils pas avoir des effets à long terme sur leur santé? Donc il y a l'acide folique, il y a la vitamine D, il y a Le l'iode, zinc, les oméga magnésium. 3, les Magnésium, oméga zinc, 3, oméga les oméga 3, Mmh. les oméga 3. Le Français moyen, le Belge moyen a des taux d'oméga 3 qui sont encore à un niveau où on n'a pas atteint l'effet seuil au-delà duquel on ne va plus obtenir de bénéfices. Mmh. Parce que c'est souvent des courbes, hein. Ouais. Il y a un effet, et puis au-delà d'un certain taux, il y en a plus. Voire parfois, pour certains nutriments, s'il y en a trop, on perd les effets bénéfiques.
c'est évident que la nutrition a un impact sur la santé. Et le paradoxe, c'est que souvent on dit est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est assez dur à mesurer? Oui. On n'a que des études épidémiologiques. Des études, oui, mais on a des études. Mm. Le New England Pas Journal of mauvais. Medicine Mm. n'est pas une mauvaise revue, Ouais. qui, je ne sais plus, c'était dans des années 2020, 22, 23, prenait un groupe de 800 femmes Mm. à 6 mois de grossesse. Un groupe va recevoir un placebo et un groupe va recevoir 2,4 g d'oméga 3. Mm. Et on va suivre le devenir des enfants en termes d'asthme ou de respiration sifflante dans les 5 ans qui suivent. Dans le groupe placebo, 24% des enfants vont développer de l'asthme. Dans le groupe oméga 3, 16%. Mais quand ils stratifient le risque en fonction du taux d'oméga 3 initial, bas dans les deux groupes, et que on leur donne des oméga 3 ou le placebo, 36% dans le groupe placebo versus 16% dans l'autre groupe. Le nombre de mamans à traiter pour éviter un événement est de 5. Si on a un médicament qui a cette puissance, on dit que c'est un extraordinaire médicament. Et le patient qui a un taux d'oméga 3 plus élevé, qui reçoit des oméga 3, on ne va pas obtenir d'effet. Et la plupart des études qui sont faites quand on essaye de tester, on ne prend même pas le temps de regarder Baseline. le taux de baseline Mm. avant d'en tirer des conclusions. Mm. C'est d'ailleurs une des, je dirais, des critiques ou des réflexions que font les chercheurs en disant, ben oui, il faudrait sans doute que, 1, les études soient plus longues, 2, que l'on stratifie le point de départ pour comparer des choses comparables. Je vais conclure là-dessus, mais un immense merci à tous les deux. Je pense qu'on a creusé, on a à peine commencé à effleurer l'infinie complexité de notre fonctionnement en tant qu'humain, mais à la fois, on a compris les sous-jacents, on commence à comprendre les sous-jacents. Vous avez aussi fourni des premières réponses concrètes sur comment accompagner ça, quel est ce travail et ce parcours de vie qui amène à régler ces problèmes chroniques qu'on peut avoir avec l'effort. J'espère qu'on continuera à creuser tout ça, mais vous nous avez aidé à comprendre notre espérance de vie, notre longévité, comment être mieux aujourd'hui en agissant et en mesurant et en traquant et en changeant nos comportements pour vivre mieux, en meilleure santé, plus longtemps. Donc un immense merci, c'est des sujets qui nous tiennent très à cœur chez Alan et qui me tiennent très à cœur aussi pour essayer de faire apporter ce message-là au plus grand nombre. Si le podcast vous a passionné comme ça a été le cas pour moi, partagez-le autour de vous, creusez ce sujet. On va continuer à explorer ces sujets autour de la santé et de toutes ces interactions entre notre environnement, nos actions et notre génétique et qu'est-ce que cette épigénétique. Commentez, dites-nous ce que vous voulez qu'on creuse et on continuera à le faire. Merci beaucoup. C'est un nouvel épisode de Healthier Humanity et j'étais très heureux d'avoir cette discussion. Un immense merci. Merci. Merci.